Cette soirée spéciale sur Calédonia, nous sommes en direct de nos studios de Nouméa. 2018 et après, c'est le titre de votre nouvelle émission politique. Vous l'aurez compris, nous avons décidé de parler de cette échéance qui suscite beaucoup de questions. Nous vous proposons un thème précis, débattu par deux personnalités politiques, puis un plateau de citoyens qui réagiront. Ce soir, le thème choisi est le référendum entre crainte et espoir. Mais tout de suite, votre flash info avec Élise Wachitine. Bonsoir mon pays et bienvenue dans votre journal, une édition un peu plus courte que d'habitude. La raison, notre émission politique que vous pourrez découvrir en direct à la télévision, sur Facebook et aussi sur notre site dans quelques minutes. Politique, justement, pour ouvrir cette édition, coup de tonnerre, le G10, le groupe sur le chemin de l'avenir, vole en éclats. Sonia Baquez, présidente des Républicains calédoniens, et Thierry Sonta, membre du parti Le Rassemblement Les Républicains, ont annoncé leur retrait du G10. Ce revirement de situation s'explique par le rendu public d'un document confidentiel, un document qui dévoile la date de la consultation envisagée pour le référendum, un post publié par Philippe Gomez sur les réseaux sociaux hier en fin de journée. Le 4 novembre, c'était la date proposée pour la tenue du référendum, une date qui devrait être soumise au vote au Congrès. Je vous rappelle que le groupe est chargé de préparer le prochain comité des signataires visant à garantir la sérénité du référendum et l'acceptation par tous de son résultat. Social, le blocage ce matin de la mine de Tiebagui. Les rouleurs sous-traitants réclament une revalorisation du salaire au tonnage. Jusque-là, les salaires sont évalués à la taxe kilométrique unitaire. Selon les rouleurs, ils transportent plus de minerais que veut bien le dire la société Le Nickel. Les discussions sont en cours avec la direction de la SLN. Nickel toujours, de nouveau à la tête de Cognambo. Nickel, Christian Strobe prendra la place de Marc Boissonneau à la place le Canadien. Le Canadien arrivera au pays courant de ce mois pour prendre officiellement son poste de président au mois de juin. L'autorité de la concurrence s'installe officiellement aujourd'hui dans ses locaux situés rue du Général Gallieni à Nouméa. L'autorité administrative indépendante a pour but de lutter contre la vie chère. Donc la vie chère, elle pourrait par exemple empêcher des rachats ou de fusions d'entreprises si elle estime qu'il y a risque de noyer la concurrence ou encore de contrôler les prix s'il y a des abus. Elle est présidée par Aurélie Zoud-Lebert. Et justement, la vie chère est l'une des raisons invoquées par Force ouvrière. Le syndicat appelle à une grève générale demain. Des rassemblements auront lieu à Nouméa et à Koné. Le centre de secours justement de Koné monte en puissance. 8 nouvelles recrues viendront renforcer les 2 équipes déjà existantes. De 24 pompiers, le nombre passe à 32. Objectif, répondre à l'augmentation des interventions et aux besoins de la population. Ces nouvelles recrues ont été annoncées ce matin. Des images signées Jamie Waimou. Santé, notre feuilleton consacré à la santé dans le Nord se poursuit ce soir. À Koné, les services hospitaliers seront opérationnels dans quelques mois. Par exemple, que va changer la mise en route de cet hôpital pour les mamans du Nord? Réponse dans ce reportage d'Océane Zobler. Suivez-moi. Charlotte Mahé, directrice du projet, a accepté de nous ouvrir les portes du nouvel hôpital de Koné. Le public, lorsqu'il arrive dans ce bâtiment, il a juste à prendre ses montes-malades pour desservir les niveaux d'hospitalisation. Et ce qui est très intéressant, dès l'entrée du patient dans ce bâtiment, il y a tous les locaux de consultation mutualisée de tous les partenaires. Et à l'intérieur, on a vraiment un apport de lumière, on a une ventilation naturelle, c'est un projet de conception bioclimatique. Je vais vous montrer l'arrivée des flux urgents. L'accès pour les bâtiments hémodialystes que vous avez au bout. Et ensuite une desserte ambulance pour les urgences hospitalières. Donc qui passe par ce sas. Un patient couché
est descendu de son brancard et arrive aux urgences. Direction maintenant le premier étage pour visiter la maternité. Chaque chambre a sa gaine tête de lit, une salle de bain privative. Avec des travaux qui ont commencé en juin 2015, le concept hospitalier Nord, c'est un plateau technique avec 4 blocs opératoires, 2 salles d'accouchement, mais aussi un pôle d'hospitalisation et un service mobile d'urgence et de réanimation. Une nouveauté pour le Nord. Le bâtiment qui s'étend sur 9400 m² devrait être livré par la Nouvelle-Calédonie au mois de mai. Voilà, c'est la fin de cette édition. Je vous rappelle l'information principale. Le groupe Sur le chemin de l'avenir vole en éclats. Et justement, Thierry Sontaille, l'invité de notre émission 2018 et après, aux côtés de Victor Tudugoro, également membre de ce G10. Alors, est-ce que la plateforme tiendra le coup? Est-ce que la date du 4 novembre sera conservée pour le référendum? Réponse dans un instant avec Falaï Wejo et Claudine Wery. C'est juste après. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission que nous avons baptisée 2018 et après, un rendez-vous politique que l'on vous donnera toutes les 6 semaines jusqu'au référendum. Avec vous, Calédonien va aborder en profondeur les enjeux de cette année historique qui est 2018. Cette émission de débat et de décryptage est découpée en 2 parties. Dans un premier temps, un échange contradictoire entre 2 responsables politiques de bord opposés qui sera arbitré par Claudine Berry. Claudine, bonsoir. Bonsoir Falaï et bonsoir à tous. Et ce soir, donc, je reçois Victor Tudugoro, signataire de l'accord de Nouméa et vice-président de la province Nord, ainsi que Thierry Santa, président du Congrès et membre du conseil politique du Rassemblement Les Républicains. Alors, seront-ils capables d'apaiser les inquiétudes, surtout après le clash du G10, dont ils font partie tous les deux? Seront-ils capables d'en dire plus sur leur projet pour l'après 2018, plus sur les liens qu'ils veulent rompre ou conserver avec la France? On va avoir 1 heure pour en parler ensemble et en direct sur Calédonia. Merci Claudine. Ensuite, nous, on se retrouvera pour une table ronde avec des personnalités de la société civile pour analyser et décrypter les déclarations de nos invités politiques. Nous recevons donc Elie Poigoun de la Ligue des droits de l'homme, Aurélie Boula, membre de l'association Découvre ton pays. Bonsoir, on les voit rentrer. Et Édouard Léoni, président de l'association Nouvelle-Calédonie. Bonsoir. Et Benjamin Piouf, développeur informatique. On vous expliquera un peu plus tard le choix de nos invités. Je rappelle également, vous pouvez vous asseoir, excusez-moi. Je rappelle également que nous sommes en direct, donc vous pouvez réagir et poser vos questions à nos invités sur notre page Facebook. Voilà, je vous laisse tout de suite avec Claudine Berry. Quant à nous, on se retrouve dans 1 heure environ. Thierry Santa. Bonsoir. Bonsoir Victor Tudugoro. Merci d'avoir accepté d'inaugurer cette émission 2018 et après sur Calédonia. Alors Thierry Santa, on est particulièrement ravis de vous avoir ce soir puisque vous êtes au cœur de l'actualité après votre départ fracassant du G10. Je vais peut-être rappeler ce qu'est le G10. Donc c'est un groupe restreint qui avait été décidé par Édouard Philippe lors de sa venue en décembre et qui est destiné à préparer l'avant et l'après-référendum. Alors dimanche, pour la 4e fois, vous vous êtes réunis. Il y a même eu un communiqué à l'issue du haut-commissaire qui était plutôt encourageant. Et puis, patatras, aujourd'hui, vous annoncez que vous claquez la porte. Alors, pourquoi ? Tout simplement parce que, je rappelle qu'à l'origine de la création de ce groupe, nous avions, chacun d'entre nous, pris l'engagement de maintenir nos discussions dans la confidentialité, non pas pour faire les choses dans le dos des Calédoniens, mais pour assurer une certaine sérénité dans les débats. Et je constate qu'au moins à 2 reprises, puisque récemment un responsable politique est également intervenu sur les radios il n'y a pas si longtemps,
en dévoilant ce qui se passait au sein du groupe. À qui vous faites référence, Harold Martin? Forcément, donc, informé par un membre du groupe du G10. Et puis surtout, hier soir, un autre membre, directement lui-même, a publié sur sa page Facebook un document de travail sur lequel nous avions passé plusieurs heures de discussion dimanche dernier. Donc, étant donné ce constat, je ne vois pas comment on peut continuer à travailler dans la sérénité à l'intérieur de ce groupe et en concertation avec le mouvement politique que je représente au sein de ce groupe, qui est le Rassemblement Les Républicains. On a pris la décision effectivement de nous retirer parce que, encore une fois, il n'était plus possible de travailler en toute sérénité. Victor Toutougouro, vous êtes choqué vous aussi par cette entorse à la confidentialité? En tout cas, il y a une parole qui n'a pas été respectée. Une parole qui n'a pas été respectée. Je crois que tout le monde s'est engagé à ce qu'il y ait de la confidentialité dans les travaux pour, Thierry Santa l'a rappelé, pour essayer d'avoir une certaine avancée de manière apaisée sur un certain nombre de sujets. Et donc, effectivement, l'une des clauses de la méthode de travail n'ayant pas été respectée, oui. Mais on le déplore. Oui, mais cette clause de confidentialité, qui l'a demandé? Certains disent que c'est Philippe Gomez qui avait demandé à ce qu'il y ait une certaine confidentialité qui soit respectée. Est-ce que c'est vrai? Qui? Enfin, nous, dans les réunions, ou en tout cas, parce que moi je n'ai pas pu assister aux 4 réunions, je crois que j'en ai manqué la première. Mais en tout cas, il m'a semblé que c'était le OCA qui a demandé à ce qu'il y ait une certaine confidentialité. D'accord, donc plutôt le Haut-Commissariat. Vous confirmez? C'était effectivement le Haut-Commissaire qui était à l'origine de cette demande, mais qui était complètement partagé par tous les membres du G10. Enfin, je veux dire, il n'y avait pas aucune ambiguïté sur ce point-là. Mais effectivement, on s'est aperçu, comme il a été dit, qu'un certain nombre de choses qui se sont dites à l'intérieur de nos travaux, de nos réunions de travail, ont été divulguées sur les médias. Alors, on les déplore encore. D'accord, donc c'est bien le post de Philippe Gomez hier soir sur Facebook qui est à l'origine de ce clash. C'est certain qu'en ce qui la matière, ça déroge complètement au principe de confidentialité. Je rappelle quand même une chose, c'est que ce groupe a été mis, vous l'avez dit, mis en place par le Premier ministre au moment de son déplacement. Et il avait quand même précisé un certain nombre de thématiques sur lesquelles nous devions travailler, en l'occurrence le bilan de l'accord de Nouméa, les compétences transférées et à transférer, la place de la Calédonie dans le monde et dans son environnement régional, et enfin les valeurs partagées communes des Calédoniens. Je n'y trouve pas la question de la date du référendum dans ces thématiques. Ça n'empêche qu'on a accepté d'en discuter. Mais déjà là, on a commencé à déroger finalement au principe de la mise en place de ce groupe de discussion. Et une autre chose que je voudrais préciser, c'est que dès le départ, je ne sais plus si Victor était effectivement présent à ce moment-là, on a clarifié la démarche de ce groupe de travail. C'est-à-dire que c'était bien un espace de dialogue qui était mis en place, et uniquement de dialogue. À aucun moment, il ne devait servir à quelque négociation que ce soit. Comme ça a été précisé par le rappelé dans notre communiqué. Dans le communiqué, effectivement. Le communiqué qui a été signé par tout le monde. À aucun moment, il était question de négocier quoi que ce soit. C'est bien le comité des signataires qui reste l'instance de négociation et de décision. Là-dessus, les choses étaient clairement dites et acceptées par tous. Oui. Est-ce que, Victor Toutougouro, ça veut dire que vous acceptez et que vous comprenez que Thierry Santa et Sonia Backès se soient retirés de ce G10 compte tenu du contexte? Après, de là où on est, nous, et moi particulièrement, on a une analyse. Peut-être, bien sûr, Thierry Santa ne va pas être content, je vais dire ça, mais il nous a semblé, nous, franchement, que durant tous ces travaux, il y a une espèce de difficulté. Toi-même, ou que ce soit Sonia Backès, avait une certaine difficulté dans l'évolution de nos débats. Et il nous a semblé, en tout cas, c'est un peu l'analyse qu'on fait, que vous avez saisi le premier prétexte pour pouvoir en sortir. Hein? C'est comme ça qu'on l'a ressenti. Mais encore une fois, on ne jette pas la pierre. Hein?
On dit simplement c'est dommage parce que, je ne sais plus qui l'a dit tout à l'heure, mais on a besoin d'apaiser les choses. On a besoin d'apaiser les choses pour les semaines, pour les mois qui viennent. Et donc si on n'est pas ensemble pour essayer de discuter, pour essayer de trouver quelque chose, oui. D'accord. C'est dommageable. Alors, vous faites allusion à une forme de tactique politicienne de la part de Thierry Santa et de Sonia Backès. Alors, on va justement écouter la réaction de Philippe Michel cet après-midi même. Il est secrétaire général de Calédonie Ensemble et président de la province Sud. Et il évoque aussi ce point de vue. Écoutons-le. Cette décision-là, elle s'apparente à la politique du pire. Parce qu'en décidant de boycotter les travaux du G10, le rassemblement, comme le groupe Martine Backès, choisissent délibérément la politique du pire, parce que le G10 est le seul espace de discussion politique entre indépendantistes et non-indépendantistes. Il n'y en a pas d'autre. Cet acte politiquement irresponsable, politiquement contraire aux engagements pris, il obéit en réalité à une seule ambition. Il obéirait en réalité à une seule ambition. C'est de préparer les élections provinciales de 2019 en spéculant sur les tensions et les désordres qui résulteront d'un référendum dans lequel on serait en opposition frontale les uns avec les autres. Je laisse à Philippe Michel son interprétation. Je crois que je n'ai pas besoin de démontrer la capacité qui est la mienne à discuter. C'est la manière dont je gère le Congrès depuis que je suis président du Congrès. Et je rappelle quand même que le Rassemblement a été celui qui, pendant de nombreuses années, a défendu une nouvelle solution et qui devait forcément passer par un dialogue entre les indépendantistes et les non-indépendantistes. Donc, encore une fois, le Rassemblement n'a pas d'ambition électorale. On est là pour faire en sorte que ce fameux référendum soit une étape dans l'évolution de notre pays. On voit bien quelque part, vous courez un peu derrière Sonia Backès. Elle est très à droite. Vous la suivez sur les questions de sécurité. Là, elle met la pression sur le G10. On a l'impression que vous êtes un peu derrière parce que vous vous dites, bon, elle grignote notre électorat, donc il faut qu'on se mette dans sa roue. Alors, je vous laisse aussi votre interprétation. Non, mais je vous le demande si c'est une analyse. C'est pas une demande que vous formuliez là, c'était plus une interprétation. Mais encore une fois, l'électorat du Rassemblement que nous avons construit depuis de nombreuses années est un électorat qui a pour objectif de construire quelque chose de nouveau pour la Calédonie de demain. On n'est pas là, et hélas, les résultats électoraux, si vous voulez faire référence à ça, nous prouvent. On n'a pas été forcément très performants ces dernières années, c'est le moins qu'on puisse dire, parce que nous étions attachés à des idées, à un objectif pour le bien de la Calédonie, et pas forcément pour des objectifs électoraux comme beaucoup d'autres, au-delà de Mme Backès. Et c'est bien cette démarche-là qui est toujours la nôtre. Nous voulons qu'on arrive au moment de ce référendum dans les meilleures conditions possibles. Monsieur Michel dit que c'est le seul espace de dialogue entre indépendantistes et non-indépendantistes. Il oublie, encore une fois, facilement le comité des signataires, qui est l'espace par définition de dialogue qui existe dans l'accord de Nouméa et qui est mis en œuvre chaque année et qui nous permet d'échanger sur des sujets très importants et en général de trouver un consensus et des accords et ensuite de faire avancer les choses. Donc voilà, on en est là aujourd'hui, non pas pour des raisons électorales, tout simplement parce qu'on considère que certaines personnes au sein de ce groupe n'ont pas fait les choses de manière sincère, comme elles auraient dû être faites dès le départ. Il n'y a pas que ça, il y a aussi le fond de ce texte, donc qui est l'exposé des motifs de la délibération annonçant la date du référendum à la fin de l'année, qui est au 4 novembre. Et donc le Rassemblement a l'air de dire qu'il fait la part trop belle à une vision passéiste de l'accord, à l'impact de la colonisation sur les Kanaks. Pourtant, c'est un texte qui il semble très appuyé sur le préambule de l'accord de Nouméa. Qu'est-ce que vous en pensez, Victor Toutogoro ? Effectivement, on en a discuté, on a travaillé toute une journée sur ce texte. Et encore une fois, on s'appuie sur l'accord de Nouméa. L'accord de Nouméa, c'est un compromis politique entre les formations politiques en 98 et même avant en 88, avec l'accord de Matignon. C'est un compromis politique. Et nous disons, l'accord c'est le minimum.
on ne peut pas descendre sous l'accord d'aujourd'hui. Hein, on ne peut pas descendre. On ne peut pas nous demander de faire encore un compromis sur ce qui est déjà un compromis. Hein, et donc, ça, c'est notre point de vue. Et ça, bon, on l'a déjà dit, on continuera à le redire. C'est l'accord de Nouméa reste pour nous la feuille de route et c'est celle-là qu'il faut mettre en œuvre. Est-ce que vous ne trouvez pas que dans ce texte, peut-être, comme on répète beaucoup effectivement, que ça a porté atteinte à la dignité du peuple kanak, que ça a pu même mettre en péril l'existence même de ce peuple, est-ce que c'était peut-être pas le moment exactement pour reprendre ça? Comment vous voyez-vous les choses? Mais c'est ce qui est dit dans l'accord et c'est ce qui est constitutionnalisé, hein, dans la Constitution française. Donc on ne fait que redire les choses. Hein. Par exemple, on nous fait le procès aujourd'hui, pourquoi on est indépendantiste? Ben, ça, on ne va pas revenir sur plus de 40 ans de combat politique. C'est quelque chose qui est... La décolonisation, elle est constitutionnalisée. Et donc, l'accord de Nouméa, c'est le minimum, hein, parce que c'est un compromis politique. On nous demande simplement de le mettre en œuvre. Et c'est ce qui a été mis, c'est ce qui a été dit dans ce texte. Et donc, effectivement, on a eu beaucoup de discussions ce dimanche sur ce texte-là. Et donc, oui, on a porté ce texte-là. On l'a porté et nous continuons à le porter aujourd'hui, même si Thierry Santa semble... Qu'est-ce qui vous choque dans ce texte? On met trop en cause la colonisation? Qu'est-ce qui vous choque alors qu'effectivement, c'est très inspiré du préambule de l'accord de Nouméa? C'est effectivement une pâle copie du préambule de l'accord de Nouméa. Que vous avez signé. L'accord de Nouméa, oui, bien sûr. Et on ne renie pas notre signature. C'est effectivement le Rassemblement qui a signé cet accord avec le FLNKS. Et loin de moi la pensée de renier cette signature. Mais il a été signé en 1998. On est en 2018. Depuis 20 ans, les choses ont changé. Des choses ont été faites. L'identité kanak a été reconnue dans un certain nombre de domaines. Le rééquilibrage politique, économique a été mis en œuvre. Tout ça c'est dit dans l'exposé des motifs. Tout à fait. Non, ça n'a pas été dit aussi clairement. L'évolution en termes de formation des Calédoniens et en particulier des Kanaks, le projet éducatif calédonien qui prend en compte les spécificités kanak, des éléments de culture kanak, enfin, il y a plein de choses qui ont été faites et on a le sentiment que ce texte met finalement plus en avant les ombres de la décolonisation et très peu les lumières de l'évolution de la société calédonienne. La contribution majeure des autres populations. Et pour nous, l'intérêt de ce texte aurait dû, au contraire, prendre un acte de l'évolution des choses et nous projeter vers l'avenir. C'était plus ça qu'on aurait dû faire. Mais au-delà de ça, une autre question quand même que se posent les uns et les autres sur ce texte, c'est que là on parle d'un exposé des motifs pour la délibération qui va acter la date du 4 novembre pour le référendum. Parce que sur ce point-là, effectivement, un consensus a été établi, c'est bien le 4 novembre que se tiendrait le référendum. Pour acter une date, on nous a obligés à réfléchir à un texte hautement politique. Je vois pas où en est véritablement l'intérêt, oui, en définitive. Je pense que les choses auraient dû se faire simples, administratives, qui rappellent les dispositions de la loi, et que des discussions politiques puissent se faire par ailleurs sur les différentes thématiques que le Premier ministre avait évoquées, et ensuite servir dans le cadre du comité des signataires. D'accord. Alors, Victor Tourdugan, vous avez un petit peu de temps de parole de retard. Est-ce que ça veut dire que pour vous, le G10 est mort et enterré? Alors, le G10, donc, la réunion la réunion d'un certain nombre de responsables pour discuter de l'avenir, est là, mandat pour discuter jusqu'au comité des signataires. Pour trouver donc, un accord sur la date, Thierry Santa l'évoquait, on l'a trouvé, et aussi sur la question, hein, parce que le Premier ministre a indiqué aussi si on pouvait trouver l'intitulé de la question, ce serait bien. Et donc se mettre d'accord, non seulement sur la question, hein, et sur l'après. Oui. Et donc, c'est l'objet des discussions. Et les morts, il y a un certain nombre de responsables qui sont encore là, de non-indépendantistes. Je pense qu'on va aller jusqu'au comité des signataires. Oui, donc vous allez continuer à cette... On va continuer, nous, en tout cas pour nous. Tant pis pour les absents. En tout cas, pour nous, nous n'avons pas l'habitude
de pratiquer la politique de la chaise vide. Et donc on va continuer jusqu'au comité des signataires, et puis ensuite, le constat se fera. D'accord. Si on n'est pas... si on n'a pas été capable ou si on n'est plus capable de discuter entre nous, c'est l'État ensuite qui prendra la responsabilité. D'accord, parce que est-ce que la séance du 9 mars où on devait examiner cette délibération est maintenue? Aujourd'hui, tant qu'un texte n'est pas déposé sur le bureau du Congrès, il n'y a aucune séance qui est prévue en D'accord, donc il se définitive. peut que ce soit l'État finalement qui prenne la main, comme on est parti. Alors, je rappelle quand même que le Congrès a jusqu'au mois de mai Oui. pour prendre la décision. Donc, on a encore un peu de temps devant nous. Ce qu'on avait souhaité au sein du groupe, là, on peut le dire, Victor, c'est qu'on souhaitait que les choses se décident, qu'on soit capable au moins des élus locaux que nous sommes, Oui. de décider d'une date avant le comité des signataires. Bon, on voit que c'est un peu La difficile question, c'était différent. que vous en soyez capable si on tient compte de ce qui s'est passé aujourd'hui. Alors, on va essayer de revenir sur les enjeux majeurs de cette année historique en Nouvelle-Calédonie et sur les préoccupations des Calédoniens. Je vous rappelle que nous sommes en direct de Nouméa, que vous pouvez réagir sur la page Facebook de Calédonia. Et donc, notre thème ce soir était crainte et espoir. Alors, je vous propose d'écouter deux personnalités qui vont s'exprimer justement sur leurs sentiments aujourd'hui et sur leurs inquiétudes, notamment celles qui sont liées à la montée de la délinquance. Il y a toujours un risque, effectivement, avec une jeunesse délinquante qui va se saisir de n'importe quelle opportunité pour mettre un peu les troubles, mais je crois que nous, on n'est pas inquiets. La police est prête. Ce que veulent les citoyens calédoniens, c'est vivre tranquillement ensemble. Après, moi, je ne présume pas de l'issue du référendum. Ce qui est sûr, c'est que nous, on sera prêts et attentifs pour veiller à ce que tout le monde puisse continuer à vivre en sécurité. Ce qu'il y a de plus important, c'est que les chefs de file politiques jouent l'apaisement et pas l'embrasement. Je pense que le vivre ensemble est vraiment ancré en nous, dans toutes les communautés. Voilà. Après, donc j'ai pas vraiment d'inquiétude par rapport à ça, mais par contre, je suis très déçue en fait de ce que nous, nos élus, et nous tous, que l'on n'a pas fait depuis l'accord de Nouméa. Par exemple, sur le problème de la délinquance dont on parle énormément, il faut quand même savoir que c'est la Calédonie et les provinces qui disposent de la plupart des compétences pour régler ce problème. Et force est de constater qu'on n'a quand même pas été très efficace dans ce qui a été mis en place, puisqu'on se retrouve avec une énorme délinquance. Et c'est vrai que souvent on critique l'État, mais il ne faut quand même pas oublier qu'on a choisi d'avoir une large autonomie. J'espère aussi que l'État va arrêter de nous regarder justement comme des enfants à couver, et puis à nous un peu de prendre nos responsabilités. Alors, pour rebondir sur ce que vient de dire Djely Mbirifa, Victor Toutougoro, c'est vrai qu'il y a 1600 jeunes par an qui sortent du système scolaire sans qualification. C'est évident que ces personnes-là doivent alimenter la délinquance, et particulièrement la délinquance des mineurs. Donc, est-ce que les élus ont été à la hauteur de cet enjeu-là? Maintenant, après, il ne faut pas non plus généraliser. Moi, je suis un élu du Nord, hein. Je sillonne la province Nord et les communes du Nord. L'immensité des jeunes sont occupés. Ils sont dans les usines, dans les projets que l'on fait. S'ils sont à la tribu, ils sont dans le travail social qui est à la tribu. Les tribus vivent et font aujourd'hui, mais parce que le travail social, il est fait aussi beaucoup par les jeunes. Hein. Alors, c'est la même chose dans le Nord, c'est la même chose en province Sud et dans les îles. Il ne faut pas non plus généraliser. Ensuite, moi j'ai envie de répondre à une... parce qu'on a l'habitude d'accoler la délinquance gratuitement sur le dos du FLNKS ou plus généralement sur les indépendantistes. Le FLNKS ou les indépendantistes, on n'a jamais dit. Il n'y a pas eu de mandat dans nos réunions ou dans nos congrès pour dire qu'il faut faire la délinquance, il faut aller casser, il faut aller... Non, au contraire. Nous, on veut l'UNI bâtir. a condamné, il y a d'ailleurs un communiqué hier qui a condamné fermement. L'UNI a fait un communiqué hier pour condamner fermement ce qui s'est passé. Mais nous, on est pour construire le pays. C'est notre credo depuis bientôt 20 ans, de l'accord de Nouméa, c'est de dire qu'il faut construire le pays. Construire le pays, c'est bâtir avec tout le monde. Hein. Il faut une jeunesse qui soit formée. Et on constate que nos jeunes sont de plus en plus formés, sont de plus en plus diplômés. Il y a une partie que vous avez indiquée tout à l'heure qui continue à... il faut continuer, hein, et le président du Congrès fait partie de ceux qui cherchent à trouver une solution pour que
ces jeunes-là ne soient pas... donc le Congrès, le gouvernement, les provinces, voilà. Alors vous avez raison, même si effectivement ce sont souvent des jeunes Kanaks, c'est la jeunesse du pays avant tout et il n'y a pas de responsabilité plus particulière. Alors je dis ça parce que j'ai entendu à certains discours dans des responsables politiques qu'elle faisait allusion tout à l'heure, Thierry Santa, qui indiquait clairement cela. Moi je lui mets au défi de dire où le FLNKS, où les indépendantistes ont décrété. Vous n'avez pas appelé. Mais il y a quand même des... C'est trop facile après. Oui. C'est trop facile. Il y a quand même des interrogations. Je vais vous citer une question Facebook qui est pour vous, Victor Toutougoro, qui a été déposée par Fabilou et qui nous dit concernant les nombreux cambriolages de domiciles et de commerce, des vols de voitures qui sont ensuite brûlés, les agressions physiques, voire les viols qui sont commis invariablement par la jeunesse kanak, pourquoi les parents, les chefs et les coutumiers ne prennent-ils pas plus les choses en main? Qu'est-ce que vous lui répondez? Je crois qu'effectivement, les structures coutumières, que ce soit le Sénat coutumier, que ce soit nos conseils d'air, nos conseils des anciens ou conseils des clans dans nos tribus, se penchent sur cette problématique-là. Mais je crois que les choses ont tellement pris de l'ampleur qu'il faut une... comment dire ça? Oui, une union de toutes les responsables, de toutes les responsabilités dans ce pays. Alors justement, je me tourne vers vous, Thierry Santa. Il y a eu un plan territorial de sécurité et de prévention de la délinquance qui a été récemment présenté au gouvernement avec une série de mesures. Bon, certes, il n'a pas de budget dédié, mais bon, c'est déjà un premier pas. Qu'en est-il? Quand est-ce qu'il va passer au Congrès? Alors, il est prévu d'être présenté en commission plénière, puisque le sujet est suffisamment important pour que ce soit la totalité des commissions qui se réunissent et qui donnent un avis, puisque ça concerne vraiment tous les secteurs, en définitive, que ce soit social, culturel, économique, enfin, toutes les thématiques sont concernées. Donc c'est bien une commission plénière qui va se réunir lundi prochain, après-midi, le 5 mars prochain, et la séance pour adopter donc, ce plan est prévue le 12 mars prochain. Moi, si vous me le permettez quand même, pour la question que vous venez de poser à Victor Toutougoro, moi je crois qu'il y a deux temps. Il y a un temps en termes d'action immédiate. La population attend une réaction forte de la part des autorités pour, dans la mesure de leurs moyens, réduire cette montée en puissance de la délinquance. Donc l'État a reçu des moyens supplémentaires il n'y a pas longtemps, donc il doit les mettre en œuvre. Je suis convaincu que le haut-commissaire en a parfaitement conscience, mais également la justice, elle a son rôle à jouer, puisqu'il ne suffit pas d'arrêter ces jeunes, il faut que derrière il y ait des mesures qui soient décidées par la justice. Je partage l'avis de Jenny Brifa, où on a tous une part de responsabilité, puisque derrière, la compétence en traitement pour le traitement de la protection de l'enfance, c'est une compétence de la Nouvelle-Calédonie. Voilà. Il y a une direction de la protection de l'enfance qui existe. Il faut lui donner les moyens. Qui a été très longtemps chancelante. On a la chance aujourd'hui d'avoir une nouvelle directrice qui est très compétente et qui est dynamique et qui veut faire les choses en la matière. Donc il faut lui donner les moyens pour ça, pour qu'on puisse traiter au mieux donc, ces jeunes délinquants. Mais après, au-delà de cet aspect répressif, de cette efficacité supplémentaire à rechercher en matière répressive, il faut quand même garder à l'esprit qu'on ne devient pas délinquant du jour au lendemain. Je veux dire, c'est tout un processus qu'un enfant, qu'un jeune, hélas, subit dans toute sa vie pour arriver un jour à devenir délinquant, à rejeter toute forme d'autorité. Et moi, je ne veux pas jeter la pierre sur qui que ce soit, ni les coutumiers, ni qui que ce soit, parce qu'ils rejettent toute autorité, qu'elle soit républicaine, professorale, parentale, coutumière. C'est des jeunes qui en arrivent à ce stade-là. Et donc, il y a une nécessité de prendre en main les difficultés que rencontrent ces jeunes le plus tôt possible. Et peut-être l'intérêt du plan dont nous venons de parler, de prévention de la délinquance, il a au moins un objectif, c'est de coordonner, comme l'a dit Victor, les actions aujourd'hui qui existent un peu partout dans les communes, dans les provinces, la Nouvelle-Calédonie et l'État, de coordonner tout ça et de permettre entre autres le suivi d'un enfant du plus jeune âge, de la primaire, parce que parfois c'est à la primaire qu'on peut déceler des problèmes, et jusqu'à éventuellement un stade de délinquance, mais en faisant en sorte d'éviter qu'il en arrive là. D'accord. Après, juste brièvement, Victor Toutougoro. Après, il faut punir ceux qui ont fauté, ça c'est normal, mais il faut faire en sorte que ce moment de punition, il soit un moment pour se relancer aussi, lui, humainement. Qui serve à quelque chose. Ça serve à quelque chose. Je vois par exemple, nous dans le Nord, c'est un peu la réflexion que l'on fait aujourd'hui, c'est par exemple que l'enfant qui soit puni, qu'on le met
dans les travaux collectifs. Hein. Il y a les travaux collectifs dans les tribus, dans les communes. Il y a aussi les travaux collectifs de la collectivité. Pourquoi ne pas, par exemple, procéder au reboisement des endroits qui ont été brûlés par les incendies criminels. Voilà, employer les jeunes pour faire du reboisement. Parce que oui, pour que la commission serve à quelque chose. Que ça serve à quelque chose, que ça serve à la collectivité. Les jeunes au camp Est qui ressortent sans rien de plus. Alors, est-ce qu'on va avancer un petit peu ? Pire que ça, même en étant peut-être encore plus oui, violent, évidemment, au contact peut-être sortie de leur centre, du centre pénitentiaire. Alors, on va revenir un petit peu sur l'actualité, sur une polémique récente qui a été celle de la visite de Manuel Valls avec une délégation de la mission parlementaire sur l'avenir institutionnel. Il a répété à plusieurs reprises, Manuel Valls, qu'il était attaché au lien entre la Nouvelle-Calédonie et la France. Les indépendantistes l'ont plutôt mal pris. Alors, Victor Toutougoro, pourquoi après tout Manuel Valls n'aura pas le droit de le dire ? Vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Il nous a semblé que la mission, c'est la mission pour favoriser un peu le dialogue entre les uns et les autres, parce que ça semblait un peu, je ne vais pas dire en panne, mais bon, ça n'avance pas à la vitesse où l'on voudrait. Il nous a semblé que cette mission parlementaire venait pour essayer de relancer un peu les discussions mais elle n'avait pas à prendre position. En tout cas, nous, on s'est sentis blessés. On s'est senti blessé quand cette mission a pris ouvertement position. Hein? Parce que, voilà, elle est sortie de son rôle. Et c'est ce qu'on a. Et on va lui dire Vous doutez de l'impartialité de cette mission maintenant ? Oui, maintenant, oui. Maintenant, on doute, on dit, mais est-ce que c'est tout l'appareil de l'État qui va, puisque ce sont des gens de l'Assemblée nationale, c'est une commission de l'Assemblée nationale, nous on craint que c'est tout l'appareil de l'État aujourd'hui qui va faire la promotion du non à l'accession à la pleine souveraineté que l'on porte, nous. Voilà. Thierry Santa, vous, j'imagine plutôt que c'est des propos qui ont été appréciés de votre côté, parce que Pierre Frogier exhorte justement l'État à prendre position, à dire cet attachement à la France. Donc, vous pensez que ça va mettre en cause l'impartialité de l'État ? Je comprends parfaitement le discours de Victor, mais je ne trouve pas aberrant que des parlementaires donnent un avis. Et on verra au fil du temps que ça sera de plus en plus le cas. Et l'État peut-être aussi, parce que là on parle bien de parlementaires, membres de l'Assemblée nationale, ce n'est pas des représentants de l'État, ce n'est pas des membres du gouvernement, c'est bien l'Assemblée nationale. Donc les parlementaires, c'est même nécessaire, où je ne comprends pas qu'un parlementaire ne puisse pas exprimer son avis sur cette question fondamentale. Une commission dans laquelle siège, je le rappelle, par exemple, un député indépendantiste polynésien. Donc il est peut-être aussi censé représenter l'ensemble des députés et donc ne pas forcément se positionner. Même si, d'ailleurs, le point de vue de Christian Jacob a été beaucoup moins mal pris du côté des indépendantistes. Juste finissez, Thierry Santa. Alors, c'était une mission d'information. Leur rôle est à la fois de participer, donc, comme le dit Victor, à améliorer les discussions entre partenaires localement, mais surtout à informer aussi leurs collègues au niveau national. Et là, je ne doute pas de leur impartialité sur les informations qu'ils ont collectées pendant leur séjour, même s'ils ont prononcé un avis sur la question qui sera posée aux Calédoniens. Mais voilà, je ne pense pas que les choses soient incompatibles. Et surtout, ce n'est pas incompatible avec la neutralité que l'État devra avoir dans la mise en œuvre du référendum. L'État doit respecter les règles en la matière et doit garder cette neutralité administrative, je vais dire ça comme ça, mais je suis convaincu qu'à un moment donné ou à un autre, dès lors que les conditions du référendum seront arrêtées, définies, je suis convaincu, et ça me paraîtra normal, que l'État donne également son avis sur cette question importante de savoir si la Calédonie, elle sort de l'ensemble français ou elle reste au sein de la République française. Il faut faire caricaturer un peu. Nous, on a ressenti, les députés viennent, nous disent, allez, on va favoriser la discussion entre vous, parce que vous patinez. Favoriser la discussion entre vous, mais moi je suis contre toi. Attendez. C'est comme ça qu'on a ressenti les choses. Oui, vous avez l'impression qu'on vous disait ce qu'il fallait faire. Oui. Voilà. Donc, voilà. Je vous dis simplement. D'accord. Alors,
on va avancer dans cette émission. Vous avez des temps de parole à peu près qui sont équivalents. Et on va continuer. Vous savez que cette émission donne beaucoup la parole aux citoyens. Et d'ailleurs, 4 d'entre eux participent à ce débat. Ils sont autour de moi. Et je vous propose d'écouter le témoignage de 2 autres personnalités, à la fois sur le climat économique et sur leur perception du vivre ensemble. On est tous obligés d'approcher les échéances électorales, donc le référendum de 2018, avec beaucoup de sérénité, parce que ça peut effectivement amener beaucoup de craintes. On voit beaucoup de chefs d'entreprise qui essayent de retarder leur investissement par crainte qu'il n'y ait pas le référendum en lui-même. Je pense que si on arrive à garantir des bonnes conditions, il n'y aura pas de problème, mais d'éventuelles actions qu'il pourrait avoir autour du référendum. Moi, je suis né après les événements. Et de mon enfance jusqu'à maintenant, il y a un discours qui a changé. Moi, je vois les gens que je côtoyais dans ma famille qui avaient un discours, on va dire, plutôt radical dans les débuts des années 90. Et maintenant, il a beaucoup changé. On part plutôt sur l'ouverture, sur le mélange de cultures, l'identité en mutation, on va dire. C'est preuve que les mentalités changent, que le pays il avance. Alors, on voit bien dans ces réactions que les gens se posent beaucoup de questions parce qu'ils observent que la société a changé, mais en même temps, ils observent que le clivage reste quand même fort entre les indépendantistes et les non-indépendantistes. Donc finalement, le meilleur moyen d'apaiser ces craintes, ce serait peut-être d'en dire un peu plus. Alors, le FLNKS a sorti une brochure sur son projet pour une Kanaki Nouvelle-Calédonie souveraine. C'est une brochure qui est un petit peu mince, on va dire. Pourquoi est-ce que vous n'en dites pas plus finalement sur ce que vous voulez? Alors je vous invite à consulter le site de l'UNI, Cap sur 2018, où il y a un document qui est beaucoup plus élaboré, d'une centaine de pages, ouais, et qui reprend en gros toutes les grandes thématiques qui sont indiquées dans cet opuscule et qui donc les développe. Hein. Et donc effectivement, c'est sur le site, comment on appelle ça, c'est des sites web. Sur le site web. On est en train de travailler ces jours-ci à le traduire en anglais, hein, pour le populariser aussi dans le Pacifique, parce que on a des soutiens. Quand je dis soutien, c'est le soutien au combat du FLNKS, mais c'est le soutien aussi à la Nouvelle-Calédonie. C'est le soutien à la Nouvelle-Calédonie pour que la Calédonie puisse franchir le cap, comme on dit, franchir le cap dans des bonnes conditions. 2018, 2019, on a fait allusion tout à l'heure aux élections provinciales. Parce que, oui, effectivement, il y a aussi les élections provinciales, mais je déborde un peu. Mais est-ce que vous y détaillez, par exemple, le lien que vous voulez conserver avec la France ou celui que vous voulez rompre? Parce qu'on sait bien que vous n'êtes plus dans un schéma d'indépendance, de rupture totale comme ça peut être au moment des années 80. Vous le dites clairement, ça? L'UNI prône la souveraineté partagée avec l'État français, puisque depuis Nicolas Sarkozy jusqu'à Emmanuel Macron aujourd'hui, les dirigeants français n'ont pas cessé de dire, quelle que soit la décision de la Nouvelle-Calédonie, la France accompagnera. Alors, on l'a compris ici, on reste dans le sein de la République où on va à la souveraineté, la France va nous accompagner. Et donc, oui, nous le projet que l'on pense, c'est de dire de quelle manière on voit le partenariat avec la tutelle, la France. Je dis tutelle parce qu'on se projette, et nous, dans notre tête, on est souverain. Donc, comment on se projette en partenariat avec la France sur les sujets régaliens, notamment. D'accord. Et sur d'autres sujets que nos camarades. Et donc, on déplore un peu que
nos camarades quittent le G10, qu'on aurait pu donc avancer sur ces discussions-là. Alors effectivement, du côté des loyalistes, il n'y a pas de brochure. Non. Alors la plateforme n'en a pas sorti, enfin la plateforme, si tant est qu'elle existe encore, parce que là je pense qu'on a assisté à ses obsèques aujourd'hui. C'est encore une interprétation, Madame Vieri. Non, Si. ça existe encore? Ah, pour l'instant, oui. Il n'est pas question de la remettre en cause aujourd'hui. Enfin, c'est une interprétation qui est faite par les uns et les autres, mais il n'a jamais été question de la remettre en question aujourd'hui. Oui, enfin, elle a du plomb dans l'aile. C'est compliqué. Ah, ça nécessitera quelques discussions, on est bien d'accord. C'est Mais clair. personne n'a dit, en tant que membre de la plateforme, que la plateforme était. Vous avez dit jusque-là que c'est compliqué au FLNKS, on s'aperçoit c'est aussi compliqué chez vous. C'est vrai, c'est toujours très compliqué. Mais ça prouve au moins une chose, c'est que la plateforme a été créée, rappelez-vous, pour justement d'abord permettre une discussion entre loyalistes et ensuite une discussion avec les indépendantistes. Donc ça prouve au moins une chose qui vient de se passer ces derniers jours, qu'on a besoin d'un peu plus de temps pour discuter entre loyalistes encore aujourd'hui. Ouais. Voilà. Ça vous amuse, Victor Toutougoro, cette nouvelle zizanie à droite? Oui, parce que... non, mais c'est dommageable. C'est dommageable pour les discussions à venir, mais oui, ça... Enfin, il y en a aussi beaucoup chez vous. Beaucoup chez nous. Je crois que mais on a un difficile peu... de jalouser. On a quand même un peu... aplani les choses. Aplani les choses en interne, et donc voilà. Vous utilisez surtout moins les réseaux publics, c'est pour ça peut-être que ça se sait moins que chez les loyalistes, je plaisante. Non, par contre, je voulais quand même... Le réseau interne, oui. Davantage. Moi, je voulais quand même répondre à votre question, Madame Vieri, sur il n'y a pas de fascicule qui a été produit, parce que la démarche qui est la nôtre est de s'appuyer sur le statut qui existe, qui découle de l'accord de Nouméa, et ensemble, essayer de le faire évoluer sur un certain nombre de points où on convient les uns et les autres qu'il y a besoin de modifier les compétences entre les provinces et la Nouvelle-Calédonie sur un certain nombre de sujets. Nous, bien sûr, nous souhaitons revoir la clé de répartition, nous souhaitons rediscuter de la composition du Congrès, mais enfin, on veut surtout rediscuter également de la citoyenneté, c'est un point essentiel à notre sens. Mais voilà, en gros, on s'appuie sur quelque chose qui existe déjà et on le fait évoluer en mieux. C'est la raison pour laquelle on n'a pas sorti un fascicule. Oui, mais et pour dire une dernière chose, ce que nous, on va discuter, ce que nous, on va négocier entre nous dans cette évolution du statut de la Nouvelle-Calédonie, dès lors qu'on reste au sein de la République, parce que vous avez bien compris que c'était l'objectif qui est le nôtre, il y a une garantie de cette évolution, de la discussion qu'on pourrait avoir avant le référendum, puisque l'État sera encore présent pour garantir ce qu'on aura négocié. Et ce que je veux quand même dire, c'est que la proposition du FLNKS, qui est celle du fascicule que vous avez évoqué, rien aujourd'hui ne nous garantit que ce qui va discuter aujourd'hui sera mis en œuvre le lendemain si d'aventure les Calédoniens choisissent l'indépendance. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus l'État. L'indépendance, c'est la coupure du lien avec l'État. Après, des discussions dans la logique de l'UNI avec l'État pour des partenariats, ce genre de choses, c'est une chose. Mais le lien institutionnel avec l'État disparaîtra. Et l'État ne sera plus garant de quoi que ce soit. Donc ce qui va se discuter aujourd'hui en matière d'indépendance, quelle qu'elle soit, en partenariat ou pas, n'est pas garanti d'être mis en œuvre le lendemain d'un vote éventuel pour l'indépendance. On reviendra effectivement après sur ce paradoxe qu'il peut y avoir sur le référendum qui coupe les liens avec la France. Mais je voulais revenir sur le projet des loyalistes, parce que Pierre Frogier voulait un troisième accord. Il a beaucoup plaidé pour un troisième accord. Ce que Jacques Lafleur avait fait aussi à son époque. Mais Jacques Lafleur, en 1996, il avait mis quelque chose dans le panier des discussions. Je me souviens, il avait proposé un pacte trentenaire, un statut de large émancipation. Il avait donné un document et c'était assez précis. Vous, le problème, c'est que vous proposez un troisième accord, mais qu'est-ce que vous mettez dans la corbeille comme base de discussion? Encore une fois, on s'appuie sur l'accord de Nouméa en proposant des évolutions sur un certain nombre de ces dispositions. Dites-le, marquez-le. Comment peut-on le savoir? Alors, c'est pas écrit peut-être dans un fascicule, mais vous l'avez à chaque intervention des responsables politiques que nous sommes. C'est compliqué Et peut-être qu'il faut qu'on soit davantage explicatif, je vous l'accorde. Sans doute. Mais le principe, en tout cas, est celui-là. Et c'est simplement faire évoluer, encore une fois, l'accord de Nouméa en améliorant ses dispositions au bénéfice du plus grand nombre dans l'intérêt général. Voilà. Et ça laisse la porte ouverte à des discussions, à des négociations, plutôt que d'arriver avec un document tout prêt, tout ficelé, qui va forcément être remis en cause au moment de discussion et de négociation.
Donc on laisse, nous, la porte ouverte. On a des fondamentaux, on sait les points sur lesquels, je vous répète, la citoyenneté, la clé de répartition, les compétences, la répartition des compétences entre les provinces et la Nouvelle-Calédonie, sur lesquels on veut revenir, mais on laisse la porte ouverte, encore une fois, aux discussions avec nos partenaires, et les partenaires indépendantistes en particulier. On verra tout à l'heure dans la table ronde avec Falei Ouedraogo si effectivement les Calédoniens s'y retrouvent et comprennent et considèrent que le discours politique actuel est lisible. Je voulais revenir justement sur cette question. Le référendum, en fait, si c'était oui à l'indépendance, c'est une indépendance de rupture. La France coupe les liens. Or, ce n'est pas ce que vous voulez. Donc, si vous gagnez le référendum, est-ce que finalement les indépendantistes seront satisfaits, puisque de toute façon, ce n'est pas cette rupture de lien total qu'ils veulent avec la France. Donc, c'est un petit peu paradoxal quelque part. On garde un lien de partenariat avec la France parce que la France a si on dit non au référendum, si le non l'emporte au référendum, il n'y a plus de lien. Manuel Valls l'a redit, la France. Si le oui à l'indépendance l'emporte. Oui, mais on prône justement le partenariat, nous. Pour qu'on garde un certain nombre de liens avec la France, parce que un certain nombre de la population sont d'origine française, sont de culture française, et on comprend bien qu'ils ne veulent pas garder, prendre carrément la rupture avec la France. Ils veulent bien être calédoniens, parce que beaucoup de gens aujourd'hui disent nous on est calédoniens d'abord, on est d'ici. Oui. Mais quand même on veut garder un lien avec la France parce que c'est la même partie, etc. etc. Et donc voilà, c'est le projet de souveraineté partagée, c'est bien de faire en sorte, mais à nous, Calédoniens, parce qu'on estime aujourd'hui que nos jeunes sont formés, ils sont capables, on est capable aujourd'hui de s'administrer nous-mêmes. Qu'on n'a plus besoin de chaque fois demander la permission à l'État français, on est capable aujourd'hui, on a formé suffisamment de cadres durant ces dernières années, et donc à nous de dire, on a besoin que la France nous accompagne encore pendant combien d'années avant de prendre... Sauf que l'accord de Nouméa ne prévoit pas cette souveraineté partagée. Est-ce que vous aimeriez justement que dans la question du référendum, finalement l'alternative soit la souveraineté partagée? C'est compliqué compte tenu de l'entonnoir, si on veut, de l'accord de Nouméa. Elle dit, est-ce que vous voulez récupérer ces dernières... compétences régaliennes. Les compétences régaliennes, donc récupérer la nationalité, la citoyenneté, la nationalité, le statut international. Et on comprend bien que certaines parties de la population ont peur d'assumer seules les régaliennes. Mais on demande de sortir, mais que la France continue à nous accompagner sur la gestion des régaliennes. Ce n'est pas quelque chose qu'on a inventé, c'est quelque chose qui a existé, que d'autres pays à travers le monde, quand ils ont accès, ils sont sortis de la période de décolonisation et qu'ils sont passés à la souveraineté, on fait aussi. Et donc, finalement, on a dit que c'est un compromis parce que ça peut, pour nous, qui sommes indépendantistes, répondre à la décolonisation et la volonté d'accession à l'indépendance. Mais aux autres, le lien qui est gardé avec la France peut aussi les rassurer. Et donc, c'était une sortie honorable où tout le monde parle haut. D'accord. Donc, ce serait... Et donc, voilà, on a estimé que c'est un bon projet qui, après, demande à ce que chacun de nous continue à l'enrichir. Et puis, un chemin pour les destin commun. Alors, on va aborder un autre sujet qui fait référence à une question Facebook de Claudia Rizet-Blanchet qui porte sur le foncier. Alors, elle nous dit que de nombreuses personnes sont inquiètes concernant le foncier et ont peur de voir leurs biens revendiqués comme en 1984 et donc d'être expulsés. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour apaiser ces craintes? Je dis que 1984 correspond à une période de recherche identitaire. 84. Et il s'est passé un certain nombre de choses en 84. Nous sommes aujourd'hui, 30 ans plus tard, on a construit ensemble les choses. On a répondu à un certain nombre de revendications identitaires pour la rétrocession foncière. On a mis un certain nombre d'outils en place et qui produisent aujourd'hui un certain nombre pour l'autoconsommation
locale. Et donc je dis qu'aujourd'hui, on a gagné en maturité. Donc on est capable aujourd'hui de faire la part des choses, hein, et de voir ce qui est nécessaire. Parce qu'effectivement, il y a encore aujourd'hui des populations qui n'ont pas encore retrouvé. Comment c'est dit dans l'accord, je ne sais plus comment c'est dit dans l'accord, mais qui n'ont pas encore retrouvé un certain nombre de leurs terres. Mais aujourd'hui, on est capable de discuter et de trouver ensemble des solutions aux problèmes qui sont posés. La DRAF. Il y a beaucoup de conflits fonciers encore. Je crois qu'il y a une cinquantaine de conflits fonciers sur tout le territoire en ce moment. Est-ce que vous connaissez un pays dans le monde où il n'y a pas de conflits fonciers? Non, je ne dis pas ça. C'est pas ce que j'ai dit. Oui, mais c'est normal. Ce qu'on parlait de délinquance tout à l'heure, est-ce qu'on connaît un pays dans le monde où il n'y a pas de délinquance? Thierry Santa. Voilà. Et donc, on est capable de discuter aujourd'hui l'histoire de foncier. C'est aussi une arme pour faire peur. C'est aussi une arme pour faire peur sur le concept d'indépendance. Thierry Santa, vous pensez que c'était une arme pour faire peur? Alors, je pense surtout que ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on n'est plus à l'époque de 98, voire de 84. On est en 2018. Les choses ont évolué. Il y a eu une réponse aux revendications foncières, au lien à la terre, qui a été apportée dans la quasi-majorité des fois. Il reste encore quelques conflits, comme vous dites. Parfois des conflits entre clans. C'est-à-dire que les clans n'arrivent pas à se mettre d'accord pour savoir qui est propriétaire de la terre. C'est normal. Mais je crois que... Déplacement de population, tout à fait. Que la colonisation... C'est normal. Donc on continue à vivre les conséquences aujourd'hui. On est d'accord. Là-dessus, on est complètement d'accord. Mais par contre, je pense qu'il faut aussi qu'on acte à un moment donné que les propriétés privées sont aussi des propriétés qu'il faut préserver. Et qui ne seront pas revendiquées. Et qui ne seront plus revendiquées. Et peut-être que pour répondre encore à quelques revendications qui restent, alors moi j'ai quand même constaté au sein de la DRAF qu'à l'origine c'était principalement des clans qui étaient à l'origine de revendications foncières. Et aujourd'hui c'est de plus en plus des familles. Donc c'est pas tout à fait la même chose quand même. Et peut-être que pour y répondre, si on doit encore y répondre, si elles sont fondées, c'est peut-être sur les propriétés des collectivités, des communes, des provinces, de la Nouvelle-Calédonie, qu'on peut essayer d'apporter des réponses à ces demandes encore en suspens. Mais encore une fois, il faut aujourd'hui, on en est à un stade où il faut maintenant acter aussi la préservation des propriétés privées. On n'est plus en 1984, à l'époque de l'événement. Ce qui permet de rassurer. Dans notre projet, madame, pardon, dans notre projet, j'ai oublié de le dire, dans notre projet, on reconnaît l'existence de trois statuts. Effectivement. Qui sont terre privée, terre coutumière et terre publique. Et terre de domaine. Voilà. Oui, exactement. Donc on le reconnaît. On le dit dans notre projet, il n'y a pas de... Oui, donc ce qui peut être effectivement une manière de rassurer les gens. Alors, on va arrêter le débat pour ce soir. Vous avez eu, je pense, des temps de parole équivalents. Donc, pas de jaloux entre vous. Et je vous propose de donner la parole aux représentants de la société civile qui sont là avec nous et qui vont participer tout à l'heure à la table ronde avec Fale Ouedro pour 2 questions. Alors, Elie Poigoun, vous êtes le président de la Ligue des droits de l'homme. Vous nous faites l'honneur d'être là ce soir. Est-ce que vous voudriez poser une question à l'un ou l'autre, peut-être à Thierry Santa? Oui, la question que je veux poser à M. Thierry Santa, c'est vrai qu'ici en Nouvelle-Calédonie, on a des égos très envahissants. Et je pense que... Des égos très envahissants. Ça s'est vu pendant ces dernières années. Et je pense que dans la période actuelle, moi j'ai personnellement appelé au niveau de la Ligue des droits de l'homme de laisser tomber un peu nos égos envahissants et puis d'essayer un peu d'écouter l'autre, de dialoguer. Je voulais savoir ce que vous en pensez parce que vous êtes des responsables politiques que nous avons désignés pour être à la tête de notre petite île. Et je pense que le pays a besoin aussi que vous fassiez des efforts dans ce domaine. Je voulais vous demander ce que vous en pensez. Moi, j'ai personnellement appelé la population, les citoyens, à avoir cette attitude spécialement cette année. Parce qu'on a besoin de dialoguer, de s'écouter les uns les autres. Et je voulais vous poser la question. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous, au niveau politique, ça vous fait quelque chose d'avoir un comportement comme ça? Alors, les égos surdimensionnés des politiques. Sur la question des égos surdimensionnés,
un homme politique qui est engagé dans un projet, dans un projet de société, s'investit forcément pleinement dans cet engagement. Après, certains le font pour d'autres raisons, et peut-être que là, on peut percevoir une question d'ego, comme vous le dites. Mais je crois que là où je partage votre discours, c'est que, hélas, on a tellement focalisé nos esprits, les uns et les autres, les hommes politiques en général, sur l'indépendance ou pas l'indépendance, qu'on en a oublié l'essentiel. Et pour moi, l'essentiel, c'est d'arriver à construire quelque chose de nouveau. C'est la troisième étape dont je parlais tout à l'heure, ce qui suit l'accord de Nouméa, qui reconnaissait les deux légitimités dans ce pays, le peuple premier, mais aussi les autres communautés qui ont participé à ce développement, que maintenant on passe à la troisième étape, qui est la construction d'une nouvelle communauté calédonienne, d'une nouvelle identité calédonienne. Je regarde M. Léoni en face de moi. C'est, à mon sens, ce vers quoi nous devrions nous pencher, même dès aujourd'hui, et qui nous permettrait de passer cette étape du référendum de la manière la plus apaisée possible. Merci. Aurélie Boula, vous êtes membre d'une association universitaire qui s'appelle Découvre ton caillou, et vous souhaitiez interpeller Victor Toutougouro. Alors, M. Toutougouro est dans l'ensemble des partis indépendantistes, parce que du coup, nous, dans l'association Découvre ton caillou que je fais partie, on a organisé plusieurs débats d'espaces de parole pour, en priorité, les étudiants, mais également la jeunesse calédonienne. Et on a fait le constat qu'on a énormément de craintes de la part des jeunes. Une crainte, je pense qu'on a peur quand on ne sait pas. Et on voit qu'il y a des moyens de communication qui sont différents suivant les partis. Et là, on interpelle un peu les partis indépendantistes pour qui communiquent davantage vis-à-vis des jeunes, qui communiquent avec les jeunes pour leur laisser le moyen de s'exprimer et de s'approprier un peu cette situation qu'on connaît. Le contexte institutionnel de la Nouvelle-Calédonie est assez compliqué et complexe et pas facile à aborder pour tout le monde. Alors déjà pour les jeunes c'est compliqué, mais alors pour les gens des tribus je pense que ça l'est encore plus. Donc j'aimerais que je rejoins un peu M. Pagoun en disant que les guerres d'ego, j'appelle toujours ça un peu des guerres d'ego politico-compliquées en calédonienne, là, qu'elles soient un peu laissées de côté, que les partis politiques prennent leurs responsabilités et qu'ils entament une démarche un peu pédagogue de la jeunesse. Je parle de la jeunesse en général, la jeunesse calédonienne, mais également la jeunesse du Nord, qui, elle, est un peu isolée, qui n'a pas forcément tous les moyens d'accès aux moyens de communication de tout le monde. Mais que voilà, ma question du coup c'est est-ce que ces espaces de parole et d'échange peuvent être une solution à justement apaiser les craintes, à communiquer, à faire passer le message autrement vers les jeunes? À parler plus aux jeunes alors. Oui, je crois qu'effectivement, vous l'avez dit tout à l'heure, la peur elle vient aussi du fait qu'on ne connaît pas les choses. On ne sait pas ce qu'il y a derrière. Donc effectivement, oui, je crois que nous, pour nous, côté indépendantiste, on a péché par manque d'informations. Et donc, je parlais tout à l'heure d'un site web, hein, c'est comme ça qu'on dit, site web où le site elle a été fait par des jeunes justement et ont mis donc un certain nombre de choses sur ce site, dont le projet politique que l'on porte, le projet qui est beaucoup plus développé que celui qui est là. Et donc oui, effectivement, on est conscient qu'on ne devrait pas battre la campagne davantage. Nous, on n'est pas des gens qui nous, on vient d'une société où le respect, le fait de ne pas se montrer, ça fait partie de l'éducation. Et effectivement, on a du mal encore à aller devant la télé, d'aller parler à la radio. Je pense qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus entré dans les mœurs, mais moi, je fais encore partie, même Elie Boagoun, d'une génération où on ne se montre pas. C'est aussi par respect aux autres qui sont en face. Mais on est conscient que, oui, effectivement, il faut informer. Et donc, on a décidé, par exemple, à notre congrès le congrès du FLNKS à Arama il y a un peu plus d'un mois, qu'effectivement il faut tourner. Il faut tourner
Dans les tribus, même si on le fait déjà, mais il faut retourner dans nos tribus, dans nos pays coutumiers, comme on dit, nos aires coutumières, mais aussi dans la ville. Hein, il faut, on dit qu'il faut aller chercher les autres parce que, enfin, c'est notre stratégie à nous d'aller chercher les autres pour construire ensemble le pays avec eux. Mais eux ne peuvent pas venir si on ne leur donne pas les infos. D'accord. C'est normal. Et donc, oui, effectivement, on va faire... C'est vrai qu'on parle relativement peu à la jeunesse en Nouvelle-Calédonie, alors qu'on est quand même dans un pays qui est très jeune. Merci beaucoup, Thierry Santa. Merci beaucoup, Victor Toutoukoro, d'avoir accepté de participer. On a été cool, hein. On aurait pu... À ce premier débat très courtois, vous n'êtes sans doute pas les deux personnalités politiques qui avaient le plus d'ego. Donc c'est vrai que c'est plus facile, je pense. Merci. Donc merci d'avoir participé à cette émission. Alors vous allez surtout rester avec nous en direct, puisque maintenant vous avez rendez-vous avec Falaï Ouedraogo qui va poursuivre le débat avec ses invités pour analyser, décrypter et prolonger ce dont on vient de parler. Et pendant qu'on se passe le relais, je vous propose de découvrir le site participatif Et si demain, qui donne la parole aux Calédoniens et aux Calédoniennes justement sur ce qui va se passer en 2018 et dont le concepteur sera tout à l'heure l'un des invités de Falaï Ouedraogo. 2018. Les Calédoniens vont se prononcer sur l'avenir de la Calédonie lors d'un référendum. Le pays doit-il rester dans la France ou devenir indépendant? Le débat est vif dans l'arène politique, mais on entend peu les Calédoniens sur ce sujet. La plateforme citoyenne Et si demain a vocation à faire redescendre le débat sur la place publique. Que vous soyez inquiet, déterminé, confiant, enthousiaste, impatient, venez participer au débat sur etsidemain.nc. Vous y trouverez des témoignages, des arguments, des chiffres clés. Et si demain la Calédonie était indépendante? Et si demain la Calédonie restait dans la France? Qu'auriez-vous à dire sur le sujet?
De retour dans votre émission 2018 et après, deuxième partie dans laquelle nos invités de la société civile, jeunes et moins jeunes, vont réagir sur le débat que vous venez de voir. Qu'en ont-ils pensé, qu'ont-ils retenu? Donc, vous les avez vus juste avant. Donc, il s'agit de monsieur Eli Poagoun, président de la Ligue des droits de l'homme, Aurélie Boulard. On peut se dire bonsoir. Membre de l'association Découvre ton caillou, donc qui organise des débats citoyens et échanges sur le référendum notamment. Édouard Léoni. Bonsoir. Bonsoir, président de l'association Nouvelle-Calédonie qui milite pour une reconnaissance de l'identité calédonienne. Et puis Benjamin Pioufle. Bonsoir. Bonsoir, développeur et concepteur du site internet participatif Et si demain, dont vous venez de voir la bande-annonce. Alors, beaucoup de choses se sont dites juste avant, mais qu'est-ce qui vous a retenu en particulier? Honneur aux femmes, Aurélie? Je pense que le fait d'actualité, et je reprends un peu ce qu'a dit M. Tutu-Goro, c'est dommageable le départ des membres du G10 là, et que pour moi c'est encore une fois on sacrifie un espace de parole pour des techniques. Je ne sais pas si c'est des techniques, c'est vrai que quand là pareil, il y a des règles, pourquoi ils n'ont pas respecté les règles? On est l'année fatidique, j'ai envie de dire, et même ça, c'est un peu triste pour moi. Je trouve que c'est dommage de sacrifier un espace de dialogue et de parole comme ça entre... Vous condamnez la sortie de Calédonie ensemble? Le fait qu'ils n'aient pas joué le jeu et le fait que les autres, du coup, s'en aillent pour ça. S'il n'y a rien de dommageable dans ce qui a été diffusé, faut rester, il faut dialoguer. On est là pour rassurer et pas pour justement encore envenimer la situation. C'est mon point de vue. Eli Poagoun, qu'est-ce que vous avez retenu en particulier? Oui, on est un peu déçus de la manière dont s'engage l'année, parce que on est au tout début de l'année. Je pense que ce que j'ai dit un peu tout à l'heure à M. Santa, je pense que c'est une année importante et on doit faire un effort sur chacun d'entre nous. On doit faire un effort un peu pour laisser un peu nos égos très envahissants, parce qu'ici en Nouvelle-Calédonie, on a des égos très forts, et essayer d'écouter l'autre, s'ouvrir à l'autre, écouter, puis peut-être que là, on peut aller vers des situations un peu paisibles, et puis où on va aborder le vote à la fin de l'année de la meilleure manière possible. Donc voilà, nous, on est un peu déçus, mais il faut aussi se dire qu'il y a une liberté d'expression aussi. Chacun est libre de s'exprimer comme il veut. Voilà, je pense qu'ils ont utilisé cette liberté pour... C'est une manière pour eux d'exprimer leur opposition à ce qui se fait dans ce moment. Et l'essentiel, c'est qu'on continue à avoir des espaces de dialogue. Je pense qu'ils l'ont dit tout à l'heure. Il y a un espace qui est le comité des signataires. Puis il y a d'autres espaces aussi, au Congrès. Il y a plein d'espaces dans les assemblées de province. Les gens ils discutent entre eux. Et je pense que c'est surtout ces espaces-là qu'il faut... Voilà, il faut qu'il y ait des espaces paisibles où les gens discutent, dialoguent et que les choses avancent bien, que la population connaisse ce qui va se passer à la fin de l'année, pour que on ne soit pas surpris de ce qui va nous arriver, et puis que les idées s'échangent et puis que les idées évoluent vers un meilleur avenir pour nous tous. Benjamin Pioufle, de ton point de vue? J'ai trouvé l'intervention sur la question des égos extrêmement pertinente. Ce sera difficile de construire quelque chose et sans mettre un peu les égos de côté. Et c'est principalement moi ce que j'en retiens de ce débat. C'est que si on veut construire quelque chose d'un peu inclusif et à mettre tout le monde d'accord, la société civile qui, elle, on le voyait notamment dans les interventions qui sont passées tout à l'heure, la société civile, elle demande que ça. Quelque part, il ne faut pas que ça casse juste en haut, Il faudrait qu'il y ait un rééquilibrage. Édouard Léoni, ce que vous avez retenu? Le débat était intéressant, mais il suscite en fait deux questions qui sont assez rapides.
La première question, c'est qui est sous-jacente justement au référendum, c'est est-ce que la Nouvelle-Calédonie est prête en 2018 à assumer les transferts de compétences d'une indépendance pure et simple. Et derrière cette première question, est-ce que certains de nos élus sont prêts à assumer ces compétences? Je ne donne pas la réponse, chacun a son point de vue. Mais il est clair que simplement pour déterminer une date d'un référendum, parce que derrière il y a aussi la question qui va arriver, et en troisième position la procédure, l'organisation de ce référendum, qui va être à la charge des maires, simplement pour définir donc une date, on a manifestement un manque de respect entre les élus. Alors que si les élus, nos élus, quels qu'ils soient indépendantistes, loyalistes et maintenant nationalistes, s'il n'y a pas un minimum de respect des règles, comment voulez-vous que les gens s'entendent, hein? Et là, je fais appel à un point de vue qu'on doit vraiment mettre en place dans les institutions, c'est une certaine recherche de la sagesse. C'est un vieux mot issu de la philosophie, mais qui, en Nouvelle-Calédonie, doit vraiment prévaloir, parce que si vous vous dites, entre nous, on prépare une question importante, on est là pour s'entendre, on est là, tout le monde sait aujourd'hui que toutes les populations veulent vivre en paix, hein, et on veut surtout que nos élus s'occupent de nos problèmes du quotidien, hein. La formation de la jeunesse, son information au sens propre, ce que notre collègue a dit, hein, l'éducation, le logement. Si déjà ces questions du quotidien ne sont pas traitées, ou traitées en partie, il y a une vraie question qu'on doit se poser, nous tous ici réunis, c'est comment faire pour améliorer les choses. Et nous, au sein, par exemple, de l'association de Nouvelle-Calédonie, ce qu'on propose, c'est justement de rassembler les Calédoniens dans une identité commune où chacun a sa place. Sur l'exposé des motifs justement de cette proposition de délibération, il est inscrit la pleine reconnaissance de l'identité kanak et la légitimité des autres communautés. Il faut bien comprendre que nous, les Calédoniens, on n'est plus dans cette dichotomie kanak-non kanak. Pour nous, il faut dépasser cette distinction. Les familles ont déjà compris ça. La mixité dans les couples se généralise. Ce qui était quasiment une exception au début du XXe siècle est maintenant une généralité. En réalité, il y a un décalage qu'il faut résoudre entre certaines mentalités de certains politiques et, en fait, une paix qui est au quotidien. Justement, par rapport à une question que vous avez posée, Aurélie Boula, à Victor Tutu-Goro, l'espace de parole pour les jeunes, est-ce que sa réponse vous a convaincu? Oui, ils avaient déjà donné cette réponse le 11 mars quand ils avaient présenté les grandes lignes de leur projet de société pour la Nouvelle-Calédonie Kanaki, ou la Kanaki Nouvelle-Calédonie, pardon. Par contre, ce que moi, en fait, j'espère, c'est que c'est de la pédagogie dans leur démarche. Ils vont, c'est vrai, dans les tribus, mais le langage, c'est, comme je disais, le contexte calédonien, il est très complexe. Les institutions calédoniennes... On n'explique pas assez? Je pense qu'on n'a pas la base. Après, je ne sais pas si... Pour moi, c'est des choses qu'on aurait dû peut-être apprendre à l'école. Notre histoire, là, voir que, au final, on est compétent sur certaines choses et au final, l'autre, c'est la France qui gère ça. Et puis là, pourquoi la protection du marché local? L'emploi local, au final, c'est quoi? Parce que dans la vraie vie, on ne voit pas ça. Enfin, il y a plein de choses qui ne sont pas en adéquation avec ce que les jeunes rencontrent et ce qu'on nous dit, ce qu'on entend. Il y a des mots un petit peu qui, comme nous, on l'a repris, c'est des gros mots, quoi. Enfin, du coup, on entend beaucoup le mot consensus, collégialité, mais rien que le mot collégialité, moi j'ai mis du temps à assimiler ce que c'était. Et du coup, avant de comprendre ce qui va y arriver, comprendre ce que l'on est, notre histoire, c'est déjà compliqué. Donc moi, c'était cette démarche-là que j'espère que les partis, mais pas que les indépendantistes, hein, que tous les partis aient un peu cette démarche pédagogique vis-à-vis des populations, et je pense beaucoup aux jeunes. Mais les mamans des tribus, c'est pareil, nos grands-pères, enfin, on est tous...
pense que tout le monde a besoin de un peu ces bases-là, quoi, ces éléments de vocabulaire qui font que quand on ne comprend pas ce que c'est que la collégialité, on ne peut pas comprendre comment le gouvernement il fonctionne, pourquoi il y a ça. Enfin, du coup, après, ça devient très compliqué pour tout le monde, quoi. Elie Fagoun, c'est d'accord, on a un peu l'impression que les jeunes ont pris le train en marche et que, en fait, il faut... Oui, on ne comprend pas forcément. Voilà, je pense qu'on n'a pas assez donné la place aux jeunes pendant toutes ces années. C'est toujours notre génération à nous qui sommes là où les décisions se prennent. Je pense que maintenant, il faut laisser à la place des jeunes. Ça fait, depuis qu'on a signé l'accord de Nouméa, ça fait 20 ans, ça fait 30 ans. Voilà, il y a des jeunes qui sont nés juste avant les accords, ils ont 30 ans maintenant. Il faut qu'ils prennent leurs responsabilités parce que voilà, nous, on a fini notre temps, on a essayé d'amener un pays pour qu'il soit bien. Et moi, je souhaite que, parce que je suis en contact avec les jeunes depuis 30 ans dans les bancs des lycées, je trouve qu'on a une jeunesse extraordinaire ici. Et je pense qu'ils vont nous étonner dans les années qui viennent. Ils ont certainement des idées qui vont dépasser tout ce qu'on est en train de faire. Voilà. Donc on essaie vraiment j'essaie de faire en sorte qu'ils aient leur place, parce que nous on a fini. Voilà. Et moi je suis heureux aujourd'hui qu'il y ait des jeunes comme vous qui viennent ici s'exprimer, parce qu'on ne vous a pas donné trop la place ces dernières années. Voilà, ils ont bénéficié. Enfin, je rappelle, on a mis en place une formation des 404 entre 88 et 98. 404, c'était 44 qui étaient formés par an entre 88 et 98, donc ça fait 400 au bout de 10 ans. Mais tous ces jeunes-là, ils sont revenus. Et quand je dis ça, dans les 400, là, il y a 75%. Je le rappelle parce que les gens, ils disent, il y a beaucoup de gens qui disent que l'accord Nouméa n'a rien fait du tout. On a formé 75% de ces cadres sont des Kanaks. Et cette politique-là de formation des cadres, elle continue avec l'opération Cadre Avenir. C'est toujours dans les mêmes principes. On forme des cadres et chaque année, 75% de ces cadres. C'était une mesure de discrimination positive. C'est une mesure de rééquilibrage parce qu'à l'époque, à notre époque, à nous en 70, il n'y avait aucun cadre kanak. Il y avait très peu. Et depuis, il y a eu beaucoup de jeunes qui ont été formés. Je pense que, voilà, je suis d'accord avec ils ont envie de prendre leurs responsabilités, mais il faut qu'on leur donne la place aussi, la possibilité de le faire. D'accord. Benjamin, si je peux rebondir sur ce qui a été dit. Effectivement, il y a le fait de parler aux jeunes, donc leur expliquer comment fonctionnent les institutions, quelles sont les problématiques en jeu, et leur expliquer avec un langage qu'ils comprennent. Et puis il y a la deuxième question qui est effectivement d'écouter la jeunesse. Et la jeunesse aujourd'hui, elle porte des choses très différentes. Je pense que, un exemple tout bête, l'écologie, dans cette brochure du FLNKS, à aucun moment je l'ai vu mentionner. Ça me paraît être un problème qui est... Enfin, ayant grandi avec cette question, ça me paraît être un problème qui est assez central, qui va concerner l'ensemble de la planète d'ici une cinquantaine d'années très sérieusement, et même bien avant, en particulier sur notre île. Et je pense qu'il y a un vrai problème ici de donner la parole réellement à la jeunesse, de lui donner des espaces dans lesquels elle peut s'exprimer. Pour revenir au débat, Édouard Léoni, lequel vous a plus convaincu ce soir? Je ne donne pas mon avis là-dessus, parce que ce qui m'intéresse, moi, c'est de mettre en avant une évidence. C'est l'évidence du principe de réalité. Ce qu'on oublie de démontrer ou de montrer lorsqu'on parle du référendum, c'est l'indépendance, l'autonomie ou un État associé ou un autre scénario. Ce qui compte en réalité, c'est la viabilité du projet. Et quand on regarde la situation économique actuelle, qui est en fait le résultat de la gestion de nos propres exécutifs, on ne pourra plus dire cette fois-ci que c'est la faute de l'État, eh bien, sans porter de jugement, la situation est difficile. L'économie est en difficulté, les finances publiques sont endettées, ce qui n'est jamais arrivé
en 78, 88 et 98. En 2018, le pays en était à plus de 90% de ses dépenses de fonctionnement. Nous n'avons toujours pas de stratégie nickel. En clair, tous les Calédoniens savent que les cours du nickel ont des évolutions hauts et bas, et pourtant, pendant la période de prospérité, par exemple les 40 milliards de dividendes de la SLN et les 35 milliards de recettes de l'IS 35, un impôt sur les sociétés minières, n'ont pas été thésaurisés. Au contraire, tous ces éléments ont été dépensés dans des activités, la plupart du temps, non rentables. Donc la question, c'est toujours pareil. Est-ce que le projet d'indépendance d'autonomie nécessite un point? Ce point, c'est la maturité en fait, de nos décideurs. Cette maturité, elle est quoi? C'est savoir, parce que toutes les compétences que l'on a, elles sont quasiment totales, à part le régalien. Là, les Calédoniens se disent, nous avons des élus qui se disputent. C'est bien. Est-ce qu'il nous faut des élus qui se disputent? Non. C'est bien, non. Il vaut mieux que pour la gestion de l'intérêt général, que les gens s'entendent. Et à mon sens, il faut peut-être des personnalités. Et ce soir, on n'a pas eu deux personnalités à égaux surdimensionnés. Au contraire, on a eu deux personnalités qui s'entendent, qui essaient de trouver des compromis. Et là, il faudra trouver des personnalités qui soient prêtes à accepter que la personne d'en face ait un avis différent, et surtout apporter aussi de la compétence, parce que toutes ces disputes, en fait, ont un effet sur les populations. Toutes ces disputes, en fait, ont un effet pervers, et cet effet pervers, c'est qu'on ne prend pas de décision sur les dossiers. On a tout de même eu une réaction, on a senti quand même Victor Tutu-Goro agacé quand il a dit à un moment donné, on s'est senti blessé en parlant des propos qu'a tenu Manuel Valls, parce qu'il est resté attaché à ce que la Nouvelle-Calédonie reste dans la France. Une réaction? Ouais, je sais pas, moi j'ai l'impression que c'est mettre les pieds dans le plat, quoi. Fallait mettre le gâteau au four et ils ont mis le pied dans le plat avant de le mettre dans le four. Je sais pas si l'image est parlante, pour moi elle l'est. Aurélie? Mais moi j'ai toujours apprécié la neutralité de toutes les émissions qui étaient venues. À chaque fois, j'ai assisté à des débats, notamment sur la monnaie quand les missionnaires étaient venus. À chaque fois, j'avais apprécié ça, cette neutralité. On voyait que l'État... Après, M. Santa, il disait que c'est un parlementaire, il a le droit d'avoir une opinion, mais comme l'a souligné la journaliste, il est quand même le président d'une commission, il peut aussi, ses propos peuvent être pris au nom de la commission. Donc j'ai un peu de regret face à cette position, même si on la connaissait, ça se laissait entendre, de l'avoir dit publiquement, ça fait bizarre, quoi. Vous comprenez, M. Eli Pagoun, que Manuel Valls... je pense qu'on en fait un plat. On en fait trop. Oui, je pense que c'est normal. Ce sont des gens qui viennent de France, ils viennent avec la couverture de l'État. Ils ont des positions ici qu'ils viennent défendre. Mais je pense pas que je suis d'accord là depuis des années, depuis quelques années déjà, il y a beaucoup de missions qui sont venues et c'était surtout des missions d'écoute, de dialogue. L'État a montré un visage très bienveillant et puis très attentif aux populations du territoire. Et moi, c'est ce que j'ai ressenti parce que toutes ces années, j'ai été accueilli comme président de la Ligue. Et j'ai dit ce que je pensais sur tout ce qu'ils sont venus savoir. Donc voilà, ils ont été à l'écoute. Et je pense même maintenant, là, quand ils sont venus là, ils sont venus pour écouter beaucoup de gens. Prochainement, le président de la République va venir. Est-ce que vous comprendriez s'il se positionne comme Manuel Valls? Je ne pense pas qu'il va se positionner pour ça, mais je pense qu'il va certainement écouter les gens. Je pense qu'il a montré en France qu'il est à l'écoute un peu de toutes les couches de la population et je pense que c'est ce qui va se faire. Je pense que, voilà. Mais l'État ici, on attend des petits trucs pour toujours reprocher à l'État. L'État fait beaucoup d'efforts. Voilà, c'est ce que j'ai remarqué pendant ces années. Et ils sont prêts à nous accompagner
bien cette année jusqu'au référendum. C'est ça qu'il faut regarder. Ils ont mis en place ces groupes des 10 pour faire participer à la population. Donc ce sont des efforts qu'ils ont faits pour que les gens ici puissent s'exprimer et puissent décider eux-mêmes de la date et du contenu de la question exacte. Donc c'est la part de l'État, c'est beaucoup d'efforts envers les populations d'ici. Donc je n'ai pas beaucoup de reproches à leur faire. De temps en temps, il y a des déportements dans les expressions, mais je l'ai dit dans mes interventions publiques, ici, il faut la situation qu'on est en train de vivre. Il y a une partie de France dans ce qu'on est en train de vivre et une partie d'indépendance. Quand je dis une partie d'indépendance, c'est parce qu'on a rétrocédé toutes les compétences sauf les régaliennes. Donc on a donné le pouvoir aux populations d'ici pour exercer eux-mêmes ce qu'ils ont envie de faire dans leur territoire. Dans les provinces nord et îles, ce sont nos élus, les élus indépendantistes qui sont à la tête, peuvent y mettre sur place des politiques décidées par eux-mêmes avec leur population, avec leurs élus. Et il n'y a que les compétences régaliennes qui sont encore détenues par l'État, et puis il y a d'autres compétences qui sont partagées, on n'en parle pas, et puis voilà, il y a des compétences ça va se décider là au référendum. Mais je pense que voilà, c'est un peu mon point de vue, mais je ne vais pas monopoliser la parole, je pense que... Alors, à un moment, parce que j'ai beaucoup de notes, Thierry Santa évoque, il disait il faut un peu plus de temps pour discuter. Il faut beaucoup plus. Donc on a une trentaine, une vingtaine d'années passées. Qu'est-ce qu'il en faut? Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que pendant 20-30 ans, et il dit qu'il n'y a pas eu assez de temps pour discuter. Je pense qu'on a eu... On a assez de temps? Oui, on a eu le temps de discuter. Les choses, il faut qu'elles changent maintenant? 20 ans, 30 ans, il y a eu beaucoup de temps de passer ensemble. Parce que, bon, eux, ils parlent au niveau politique. Moi, je voulais dire aussi qu'on n'oublie pas la société civile. Parce que pendant ces 20-30 ans, il y a des choses extraordinaires qui ont été faites dans les sociétés civiles. Quand je dis ça, c'est parce que moi je suis en contact aussi avec les jeunes. Je suis au Juvénal lycéen et on a fait des choses avec les jeunes. Tout à l'heure, on a parlé des jeunes là, qui cassent, des jeunes délinquants. Mais on oublie de parler qu'il y a d'autres choses qui ont été faites, mais des choses qui sont bien. Moi, j'ai vu passer 500 jeunes au niveau du Juvénal depuis que je suis dedans. Mais je peux vous dire que les 500 jeunes là, j'en suis ébahi, je suis admiratif de ce qu'ils sont devenus. Ils sont partis faire des études et ils reviennent. Il y en a qui sont médecins, il y en a qui sont techniciens supérieurs, il y en a qui sont professeurs. Et tous ces jeunes-là, vous voyez, je les ai vus, à partir du Juvénal, ils étaient en seconde. Mais ça, par exemple, c'est pour ça que je dis que ce qu'on a construit pendant 20 ans, il n'y a pas que les politiques qui l'ont construit tout ça. Il y a aussi dans la société qu'il y a des choses invisibles, mais des constructions entre hommes, entre les gens qui vivent ensemble tous les jours. On a justement eu une réaction sur Facebook qui s'interrogeait un petit peu sur on va dire, l'inaction par rapport aux indépendantistes au niveau, parce qu'à ce moment-là, Victor Sutugoro a dénoncé qu'il ne fallait pas coller directement délinquance et jeunesse kanak. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça, c'est un sujet délicat, en plus pour la jeunesse. Je ne vais pas jeter la pierre, ni condamner, ni confirmer ce qui a été dit. C'est vrai que ça me fait toujours un peu mal au cœur quand on dit que la délinquance, c'est une délinquance kanak. On ne peut pas dire que voilà, c'est les responsables politiques qui font ça, mais je pense que ça demande de l'écoute. S'il y a de la délinquance, c'est qu'il y a bien eu un problème à un moment donné. Et je pense que là, on peut apporter des réponses. Et c'est là qu'il faut montrer que les élus sont à l'écoute des sociétés civiles, d'identifier peut-être le passage qu'on a raté, le coche qu'on a raté. Moi, je pense
aux Kanaks qui, par exemple, s'efforcent chez les gens des îles, pardon. Enfin, ceux qui vivent aux îles, ils sont vachement plus en mode tribal que ceux qui ont grandi dans les cités. Et quand le jeune, il est projeté ici, c'est pas le même fonctionnement, le même système. Donc la délinquance, je pense que c'est aussi une forme de réponse à une inadéquation entre le monde occidental et ce qu'il a connu, son identité. Enfin, on a peut-être des jeunes qui sont perte de repères. J'ai pas de réponse à apporter, mais je pense qu'il faut vraiment, c'est une question à laquelle il faut s'intéresser. Edouard Léonie, est-ce que vous avez eu des réponses ce soir, notamment sur la délinquance? C'était pas le sujet, la délinquance ce soir, c'était plutôt le référendum. S'il fallait avoir quelques idées sur la délinquance, il y a quand même quelques éléments de vérité qu'il faut soulever. Le premier élément, c'est on ne voit pas trop de jeunes Calédoniens issus d'autres populations qui sont impliqués dans cette croissance de la délinquance depuis plusieurs mois. De fait, que des faits, c'est à 90% des Mélanésiens. Le deuxième temps, c'est savoir pourquoi ils en sont arrivés là. Et manifestement, les politiques publiques qui ont été menées depuis 10 à 15 ans n'ont pas su répondre à ces lacunes. Alors, malgré tout, les collectivités ont engagé, il y a des moyens financiers et des formations de cadres très importants au niveau de l'éducation nationale en particulier, mais la réponse n'est pas là. Et pourtant, des solutions avaient été avancées. Il y a 4-5 ans de ça, des centres de rééducation de ces jeunes, ouverts naturellement, mais en fait, les politiques publiques n'ont pas été à la hauteur des enjeux. Et maintenant, ça nous explose à la figure. La question maintenant, c'est de savoir, parce que là, on arrive à du droit pénal, comment l'État va réagir. Mais on dit trop souvent que l'État est responsable. Les collectivités aussi. Nous, dans le cadre de l'association, nous avions proposé, par exemple, parce que certaines bandes de jeunes se déplacent, par exemple, avec des cagoules, avec des capuches, pardon. Si, justement, le fait d'interdire le port des capuches était possible. On a regardé et il y a une loi nationale de 2011 qui permet justement d'interdire le fait de dissimuler son visage. Nous avons proposé un texte, un arrêté communal aux 4 grandes communes de Nouméa et nous n'avons pas eu de réponse. La question, c'est que le dispositif est prêt, mais l'application ne suit pas. Après savoir qu'il y a des délits et des crimes, parce que là, maintenant, on en est à des crimes. On n'est plus à de simples délits d'infraction de magasins ou de stations-service. Il y a eu un viol récent d'une personne âgée, ça devient plus que sérieux. Alors, quoi dire? Il est temps que les autorités bougent. Et nous, à l'époque, lorsqu'il y avait eu ces batailles devant le lycée du Grand Nouméa, j'avais dit à la télé qu'il était temps que le vice-rectorat, que les forces de gendarmerie, que les forces de la police communale de Nabia se mettent en place. Et ils l'ont fait. Comme quoi, c'est souvent simplement une question de volonté politique. Et les Wagoun, est-ce que vous avez l'impression que cette question de la délinquance est instrumentalisée, que certains ont intérêt que l'on fasse peur? Bon, je pense que voilà, c'est quelque chose qui existe. Maintenant, il ne faut plus parler, il faut passer aux actes, il faut prendre des solutions. Et moi, la seule solution que je préconise, je pense que je le dirai à nos autorités politiques, il faut mettre en place maintenant des structures qui prennent en charge ces jeunes, parce que ce sont des jeunes qui ont été rejetés du système scolaire au niveau de la 4e, 5e, 3e et voilà. Ce sont des élèves qui ont échoué au niveau de la scolarité et ils se retrouvent livrés dans la rue. La responsabilité de ça, ce n'est pas simplement les parents, parce que les parents, maintenant, ils sont dépassés par la situation. Je crois que la responsabilité, c'est tout le monde et toutes les populations. Il faut qu'on soit solidaires. On a entendu Philippe Michel parler de politique de peur en parlant du départ du pire, en parlant du départ de Sonia Backès et de Thierry Santa du G10. Est-ce qu'il y a aussi une politique de peur autour de la délinquance?
Les gens, ils ont peur parce que ça s'est répété ces derniers, c'est presque toutes les semaines maintenant qu'il y a des magasins qui sont cambriolés. Donc les gens, ils ont peur, ils se demandent si ça va continuer et puis qu'est-ce qu'on va faire. Moi, maintenant, la seule solution, c'est mettre en place des organisations. Et nous, dans la société civile, on est prêts à s'y engager. Des organisations, des associations qui prennent ces jeunes-là au moment où ils sortent de l'école, voilà, rassembler les parents et puis leur dire, voilà, on va prendre des décisions, mais il faut que tout le monde s'engage. Pas simplement les politiques, parce que les politiques, apparemment, ils sont dépassés, mais la société civile, les associations comme nous, moi je sais que nous, on est responsables aussi. Je ne veux pas jeter la pierre sur un tel ou un tel. C'est de notre responsabilité à tous d'essayer de trouver une solution parce que ces jeunes, ça fait autour d'une centaine qui sont là. Ils disent que c'est autour de 1000 jeunes. Voilà, mais ce sont des jeunes, c'est des jeunes qui viennent de chez nous. Donc il faut qu'on trouve une solution parce que ce sont des jeunes qui sont... ce qu'ils ont fait là, les jeunes, c'est un peu un cri d'alarme. Voilà. Ils sont désespérés. C'est un peu un cri de désespoir. Occupez-vous de nous. On vous demande de... Voilà. Donc je pense que c'est un cri. Il faut qu'on l'entende. Quand on est des humains, on vit ensemble ici. Il faut qu'on essaye tous ensemble de trouver des solutions. Et moi, je suis persuadé qu'il est possible de trouver une solution pour ces milliers de jeunes. Ça ne dépasse pas 1000. Si on veut bien, on a mis en place des associations comme nous là, pour s'occuper des jeunes qui réussissent bien à l'école. Je pense qu'on a laissé tomber là. Maintenant, il faut mettre en place des associations qui s'occupent de ces jeunes qui sont en échec total. Alors Benjamin Piouf, vous qui travaillez avec les médias, l'implication des citoyens dans la démocratie, est-ce que vous pensez que les médias en font trop? Sur la délinquance? Ouais. C'est une bonne question. C'est aussi un sujet important qu'on ne peut pas gommer comme ça, quoi. Je comprends que ça préoccupe les gens et qu'il faille effectivement y trouver des solutions. Alors, interdire aux jeunes de porter des capuches, je ne suis pas sûr que ça soit une super solution. En général, dire aux gens ce qu'ils doivent porter ou pas, ça ne se passe pas très bien. Ça crée plus de conflits dans une société qu'autre chose. Mais c'est un autre débat. Il y a des idées intéressantes qui étaient avancées ce soir. Je pense notamment au fait, plutôt que d'envoyer systématiquement les jeunes en détention, qu'il y ait des possibilités de travailler, de s'investir dans des projets peut-être associatif ou enfin pour l'intérêt général, ça me semble être un début de réponse qu'il est essentiel de mettre en place. Alors on arrive à la fin de cette émission. Une dernière question. On va commencer. Tu vas garder la parole. Alors 2018 et après, le référendum, la mission Valls, c'est tout ce qui a été dit pendant le débat. Est-ce que le débat a pour vous plus entretenu vos inquiétudes ou est-ce qu'il a nourri vos espoirs? Benjamin? D'habitude, je suis très comment dire, critique des débats politiques qui ont souvent tendance à brasser du vent. J'ai trouvé qu'il y avait une écoute quand même entre les deux. On n'était pas devant deux murs qui se renvoyaient la balle. Donc je dirais ça donne espoir? En tout cas, ça fait plus avancer les choses que reculer. Ouais. Aurélie? Pareil, le même ressentiment. D'habitude, je suis vraiment déçue des débats. Mais là, comme l'ont souligné les autres invités, on avait des personnes avec des égos mesurés. Donc il y avait quand même une capacité d'écoute qui était intéressante. Moi, j'ai apprécié le débat, le fait de respecter le temps de parole de l'autre et tout. Ça donne une image, c'est presque rien, mais pour moi, c'est déjà beaucoup de respecter le temps de parole de l'autre. Et vraiment satisfaite, j'ai appris des choses et je suis contente de la teneur du débat de ce soir. Espoir aussi. Donc. Voilà, espoir. Édouard Léoni? Eh bien, ce soir, on a eu un débat qui peut illustrer le destin commun, qui peut faire avancer le respect entre les hommes politiques, mais qui soulève quand même une question. C'est que certains élus ont tendance à être obsédés par le passé colonial,
Et justement, les nouvelles générations qui sont arrivées ont dépassé ça. Ce qui compte, c'est de traiter les problèmes des gens, les disputes entre élus, pour savoir qui va être le président du Congrès, du gouvernement, ou du Sénat, etc. Les gens s'en moquent. Ce qui compte maintenant, c'est de trouver des solutions pratiques aux problèmes des gens. Et s'il peut y avoir une avancée là-dessus, mais par contre, ce que je veux souligner ce soir, c'est pour les Calédoniens, la délinquance est inacceptable. On peut trouver toutes les questions possibles, on a tous eu des problèmes personnels, etc. Bon, c'est pas pour autant qu'on va défoncer un magasin pour prendre des bouteilles de whisky. Vous voyez, il y a un moment, on peut tout essayer de comprendre pourquoi une personne a des problèmes, et aller à ce niveau-là, et c'est le bon sens qui le dit. Mais vous trouvez donc... on constate, ce ne sont que des... On constate quand même une croissance de la délinquance pendant l'année du référendum. Vous réagissez peut-être à M. Lipagoun, vous le trouvez peut-être un peu trop compréhensif? La question, c'est que si vous êtes agressé vous-même, est-ce que vous pensez que vous allez être compréhensif? Bien sûr que non. La question, c'est qu'il faut s'occuper des dossiers des jeunes. Il faut s'occuper de la formation des jeunes. Il faut s'en occuper. C'est là-dessus que je rejoins mon collègue Elie. Si vous vous occupez pas des jeunes, les jeunes s'occupent de vous. Mais un jeune, en général, il a un bon fond. S'il se met à agresser une personne âgée, sincèrement, il n'est même pas digne d'être un être humain, et encore moins d'être un kanak. Parce que qu'on soit européen, métis, tahitien et polynésien, qu'est-ce qui compte dans la vie? Et on retrouve la même question pour les politiques, c'est le respect de l'autre. Si dans les familles on se met à agresser les personnes âgées, vous voyez, au niveau des politiques, c'est un peu la même chose. Si on pose une règle et à la première occasion on la viole, comment voulez-vous qu'on vous respecte? Donc il faut, le vrai sens de ce soir, c'est, et on a vu entre les deux élus, c'est cette recherche de sagesse et de respect des uns des autres. Si les gens ne vous respectent pas, forcément, on peut s'attendre à des réactions un peu tendues. Non, débat mitigé. Avant de finir avec monsieur... Un débat positif. Positif, mais en posant des règles de vie sociale. D'accord. Si vous ne respectez pas votre voisin n'a pas à vous respecter. Avant de finir avec vous, monsieur Lipagoun, Aurélie, je t'ai vu réagir juste pour... Non, mais en fait, la violence n'appelle pas forcément la violence. Moi, j'ai déjà connu le cambriolage, c'est pas pour autant que j'ai... Sur le coup, c'est sûr, ça fait mal. Après, on contextualise, on comprend. Enfin, c'est des jeunes qui n'ont pas forcément eu la chance que moi j'ai eu d'avoir des parents, d'avoir un foyer, des repères. Donc, c'est pas parce qu'on a subi des vols qu'on va forcément répondre par la violence. Et j'espère que la plupart des Calédoniens ne feront pas ça. C'est pas pour autant que j'excuse ces actes sont condamnés, mais c'est pas pour autant qu'il faut ne pas les comprendre et contextualiser cette délinquance. Elie Lipagoun, est-ce que vous avez dépassé ces rancœurs? Ouais, non, j'ai été heureux ce soir de participer à votre émission. Je pense que Calédonia fait des efforts pour qu'il y ait la société civile, et je pense qu'aujourd'hui on a la chance par exemple d'avoir des jeunes. Je vous encourage à continuer dans ce sens-là parce qu'on a eu les politiques. Vous avez consacré 1 heure à écouter un peu la population civile, et moi j'ai été heureux de participer à ça. Et aujourd'hui on est assis sur des nattes là que vous avez mis devant nous. C'est rare, c'est la première fois que je vois ça. Et la natte, c'est symbolique, c'est des liens. C'est des liens qu'on tresse qui est à tresser. Et ici, dans le pays, il faut qu'on continue à tresser nos relations humaines. Ça va faire la richesse de notre pays. Donc voilà, merci à votre télévision de faire ces efforts-là. Vous n'avez pas assez d'ego pour faire de la politique, M. Pagoun? Non, la politique maintenant, c'est fini. Mon temps est fini. Maintenant, c'est aux ces jeunes qui sont en face de faire de la politique. Je pense qu'il faut leur laisser la place. Voilà, les citoyens ont eu le mot de la fin dans cette émission. C'était la première. Donc merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à tous. Et puis merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée à vous.